Derrière ses grilles noires et son portail imposant, le pensionnat Sainte-Catherine brillait comme un joyau d'excellence. Les murs blancs fraîchement repeints, les jardins taillés avec soin et les couloirs luisants donnaient une impression de discipline et d'ordre parfait. Les parents qui confiaient leurs filles à l'établissement y voyaient un sanctuaire de savoir, un lieu où l'éducation et la morale semblaient à l'abri des dangers du monde extérieur. Mais pour celles qui vivaient entre ces murs, la réalité était tout autre. Les pensionnaires ressentaient un malaise difficile à nommer, comme un souffle glacé qui parcourait les dortoirs chaque soir. Certaines règles, d'une rigidité implacable pour la majorité, semblaient soudain se plier comme de la cire pour quelques privilégiés. Des filles discrètes, choisies parmi les plus dociles ou les plus fragiles, obtenaient des faveurs étranges. Sorties nocturnes mystérieusement autorisées, retards jamais punis, cadeaux somptueux qui défiaient la logique d'un internat religieux. Dans les salles d'études, on murmurait. Les plus curieuses posaient des questions, mais les réponses se perdaient dans des silences lourds ou des regards fuyants. Les surveillantes, censées veiller au respect des règles, détournaient souvent les yeux. Comme si elles savaient. Comme si elles craignaient quelque chose, ou quelqu'un. Parmi les élèves, Anita et Skolola observaient attentivement. Deux amies liées par la méfiance et une curiosité insatiable. Elles sentaient que derrière la façade austère de Sainte-Catherine se cachait un secret dangereux. Chaque soir, quand les cloches sonnaient l'extinction des feux, elles se chuchotaient leurs doutes sous les couvertures. Pourquoi ces sorties nocturnes? Pourquoi ces filles reviennent-elles changées, le regard fuyant et les poches pleines d'argent? Sainte-Catherine, temple du savoir pour le monde extérieur, devenait pour elle un labyrinthe de mystères. Ses murs, si hauts et si propres, n'étaient pas seulement là pour protéger, mais aussi pour cacher. Et ce que cachait Sainte-Catherine allait bientôt briser des vies, mais aussi révéler le courage inattendu de deux adolescentes prêtes à défier l'ombre. Index revers pointant vers la droite blanc. Ce premier chapitre met en place l'ambiance, le décor et le malaise latent. C'est une accroche qui intrigue et pousse les spectateurs lecteurs à vouloir connaître la suite. Aux yeux de tous, Madame Kioma était l'âme de Sainte-Catherine. Chaque matin, elle apparaissait dans la cour principale vêtue de son tailleur sobre, son foulard parfaitement ajusté sur la tête. Sa voix grave résonnait dans l'air quand elle donnait ses instructions aux surveillantes et aux professeurs. Les parents, impressionnés par son autorité, la saluaient avec respect, convaincus qu'elle protégeait leur fille comme une seconde mère. Ici, la discipline est notre bouclier. L'excellence est notre chemin, répétait-elle à chaque cérémonie. Mais pour les pensionnaires, cette façade n'était qu'un masque. Derrière son sourire froid et ses discours moralisateurs, Madame Kioma possédait un regard qui glaçait. Elle semblait voir à travers chaque élève, jauger leurs faiblesses, sélectionner celles qu'elle pourrait utiliser. Skolola l'avait remarqué un jour dans le couloir, fixant longuement une camarade de classe. Quelques semaines plus tard, cette même fille, autrefois discrète et réservée, s'absentait régulièrement des cours, toujours protégée par des excuses officielles. Elle revenait avec des chaussures de luxe qu'aucune élève n'aurait pu s'offrir. Anita, curieuse et prudente, chuchotait le soir. « Tu ne trouves pas ça étrange ?» Elle les choisit. On dirait qu'elle les marque. Skolola hochait la tête, le cœur serré. Elle savait que Kioma ne faisait rien sans raison. Le jour, la directrice jouait son rôle à la perfection. Elle accueillait les inspecteurs de l'éducation avec un sourire doux, leur offrant des visites guidées impeccables, dortoirs bien rangés, réfectoires brillants, cahiers alignés comme des soldats. Les rapports officiels décrivaient Sainte-Catherine comme un modèle national. Mais la nuit, un autre visage de l'école s'éveillait. Kioma supervisait dans l'ombre un réseau méticuleusement organisé. Elle avait ses relais parmi les surveillantes, ses contacts dans la ville, et surtout, son silence acheté auprès d'hommes influents. Ses protégés, ses élus, qu'elle repérait, étaient envoyés dans des clubs huppés, où le champagne coulait et où la musique masquait les cris étouffés. Une élève, Betty, avait confié à Skolola en pleurant. Elle m'a dit que si je refuse, je serai renvoyée et que ma famille aura honte. Ses yeux tremblaient de peur. Mais le lendemain, Betty affichait un sourire figé, comme si elle avait été forcée d'effacer ses propres mots. Anita, plus téméraire, osa interroger une surveillante. « Madame, pourquoi certaines filles sortent la nuit? Ce n'est pas interdit ?» La surveillante la fixa durement et répondit d'une voix glaciale. « Mêle-toi de tes affaires, Anita. Tu es trop jeune pour comprendre. » Ce soir-là, Anita et Skolola comprirent qu'elle touchait à quelque chose de dangereux. Kioma contrôlait non seulement les élèves, mais aussi les adultes censés les protéger.
sa réputation de femme pieuse et irréprochable n'était qu'un écran de fumée. Pour les parents et le monde extérieur, elle restait la maman des filles, gardienne des valeurs et garante de leur avenir. Mais pour celle qui subissait son système, elle était un geôlier, un marchand d'âme. Anita serra le poing sous sa couverture. Un jour, tout le monde saura qui elle est vraiment. Mais Scolola, plus lucide, murmura en tremblant. Si on essaie de la défier maintenant, c'est nous qui disparaîtrons. Les murs de Sainte-Catherine se refermaient sur elle. Madame Kioma régnait en maîtresse incontestée, et personne n'osait lever la voix contre elle. Pas encore point à Sainte-Catherine, la nuit tombait comme un couvercle. Après l'étude, les couloirs se vidaient, les pas s'éteignaient, et la cloche de 21h annonçait la ronde des surveillantes. Anita et Scolola faisaient semblant de dormir, les couvertures tirées jusqu'au menton. Dès que les talons s'éloignaient, elles se redressaient d'un même mouvement, le cœur battant. Depuis des semaines, elle voyait des choses qui ne collaient pas, des lits vides au petit matin, des parfums trop chers flottant sur des uniformes froissés, des regards perdus qui esquivaient les questions. La première fois, ce fut un chuchotement derrière la porte du bureau de Madame Kioma. Liste des sorties de ce soir, avait soufflé une surveillante. Liste? Quelle sortie, dans un internat où tout déplacement était soumis à autorisation écrite et cachetée? La curiosité d'Anita s'enflamma, la prudence de Scolola dressa ses antennes. Elles décidèrent d'observer. Ce soir-là, elles s'installèrent près de la fenêtre du dortoir, la seule qui donnait sur la cour intérieure. La lune diluait ses reflets sur les dalles. À 22h15, un claquement sec, le petit portillon latéral, jamais utilisé le jour, venait de s'ouvrir. Deux silhouettes apparurent, capuche relevée, sac léger au poignet. Une troisième les suivit, escortée par une surveillante dont le foulard brillant mordait la nuit. Un véhicule attendait dehors, moteur au ralenti. Les vitres fumées avalèrent les filles comme une bouche sombre. « Tu as vu » murmura Anita. « J'ai vu » répondit Scolola, les doigts crispés sur son carnet. Plaque 9 kj. Le reste s'est perdu dans l'ombre. Le lendemain, les mêmes silhouettes revinrent pendant la messe du matin, pâles et étrangement parfumées. L'une, Fanta, sourit comme sous anesthésie. Elle avait à l'oreille une boucle discrète mais manifestement coûteuse. Quand Anita lui demanda où elle avait eu ce bijou, Fanta répondit trop vite, reçu d'une tante. Puis elle baissa les yeux, comme si le mensonge lui brûlait la langue. Les semaines suivantes, les disparitions se répétèrent, jamais les mêmes jours, jamais le même horaire. Parfois 21h40, parfois 23h passées. Toujours le même protocole, une permission discrète, un sac, le portillon, la voiture. Les surveillantes agissaient avec méthode. Entre elles parlaient de sortie culturelle ou de rendez-vous pour bourse d'études. Les mots, polis et inoffensifs, servaient de masque. Mais les filles qui revenaient avaient le regard fendu d'un secret. Anita et Scolola se mirent à récolter des preuves. Dans un petit cahier caché sous un carreau branlant du dortoir, elles notaient les heures, esquissaient des silhouettes, griffonnaient des bouts de plaques d'immatriculation. Elles enregistrèrent, sur le vieux téléphone d'Anita, le ronronnement d'une berline grise et un court échange entre deux surveillantes. On les dépose et on file. Ordre de madame. On ne pose pas de questions. Le souffle des deux amis s'étrangla à l'écoute. Madame, ne laissez donc rien au hasard. Une nuit plus chaude que les autres, elles osèrent quitter le dortoir. La porte avait un jeu, il suffisait de soulever légèrement pour éviter le grincement. Pieds nus, elles traversèrent le couloir. L'odeur d'eau de javel se mêlait à celle, plus lourde, d'un parfum sucré qui traînait comme une trace. Arrivées près de la lingerie, elles se plaquèrent contre le mur, une surveillante venait, téléphone à l'oreille. Les filles sont prêtes. Oui, 3. Non, pas Betty, elle est malade. Le prénom suspendit le temps. Betty. La plus douce, la plus docile. Leur gorge se serra. La voiture de cette nuit-là n'était pas la berline grise mais un 4x4 sombre. Quand la portière arrière s'ouvrit, Anita distingua, à la lueur du lampadaire, un bras fin, un bracelet marqué d'une initiale K ou peut-être un motif. La surveillante poussa doucement l'épaule d'une élève. Tu n'as pas le choix, chuchota TL. La phrase, simple et implacable, se planta dans la mémoire des deux amis. Elles faillirent se faire surprendre au retour. Une lampe torche balaya le couloir.
Elles se jetèrent sous l'escalier, respirant à peine. La lumière glissa, hésita, s'éloigna. Dans l'ombre, Skolola serrait contre elle le carnet, Anita son téléphone. Les preuves s'accumulaient, mais avec elles grandissait la peur d'être à leur tour sur la liste. Le lendemain, une affiche nouvelle apparut sur le panneau d'information, programme d'excellence sortie pédagogique. En bas, 4 noms, dont celui de Fanta. En marge, un tampon officiel au sigle de l'école. Tout était légal, en apparence. C'était cela, la force du piège, un vernis impeccable. En fin d'après-midi, Betty chercha Anita du regard et sembla vouloir parler. Mais Madame Kioma traversa la cour, et les mots de Betty se turent. Ses mains tremblaient. Anita lui serra brièvement les doigts. « On est là », dit-elle simplement. Betty esquissa un sourire trop rapide, comme un adieu involontaire. Cette nuit-là, Anita et Skolola n'écrivirent presque rien. Elle fixait le plafond, incapable de fermer l'œil, l'oreille tendue vers le moindre bruit. L'école respirait lourdement, comme un animal couché sur un secret. Et quand, très tard, le moteur d'une voiture vibra une fois encore derrière le mur, elle sur qu'elle avait franchi une ligne, de simples témoins, elle devenait guetteuse, et leur veille allait les conduire là où même la lumière hésite à entrer. Le pensionnat Sainte-Catherine, avec ses murs austères et ses règles strictes, semblait être un lieu à l'abri de tous les dangers. Aux yeux des parents, il représentait la promesse d'une éducation d'excellence, où leurs filles pourraient grandir protégées, loin des tentations de la rue. Mais derrière cette façade d'ordre et de discipline, un réseau invisible se tissait dans l'ombre. C'était un cercle, un labyrinthe secret où certaines pensionnaires, choisies avec soin, étaient progressivement aspirées dans une spirale qu'elles ne pouvaient plus quitter. Tout commençait de manière subtile. Les surveillantes, complices ou apeurées, repéraient les filles les plus fragiles, celles issues de familles modestes, dont les parents peinaient à payer les frais de scolarité, ou celles qui souffraient d'un manque d'estime d'elles-mêmes. Une fois ciblées, elles étaient approchées avec douceur. On leur murmurait des flatteries, on leur promettait des opportunités. Une robe neuve, un parfum coûteux, un téléphone dernier cri pouvaient devenir les hameçons d'une manipulation savamment orchestrée. Au début, tout paraissait inoffensif. « Tu mérites mieux », disaient les recruteuses. « Viens, on va te montrer ce que c'est que la vraie vie. » Et quand la curiosité ou la naïveté ouvrait une brèche, les portes s'ouvraient. De nuit, sous prétexte d'activités culturelles ou de sorties pédagogiques, les filles étaient conduites discrètement hors du pensionnat. Des véhicules de luxe, aux vitres teintées, les attendaient à quelques rues de là. C'est ainsi qu'elles découvraient un autre monde, un univers de lumière et de musiques étourdissantes, des clubs privés, des villas somptueuses, des salons parfumés où des hommes riches et influents les attendaient. Les premiers instants avaient tout d'un conte de fées. On les traitait comme des princesses, on les noyait de compliments, on les couvrait de cadeaux. Pour certaines, qui n'avaient jamais rien possédé de précieux, cette attention était un vertige enivrant. Mais très vite, le piège se refermait. Derrière les sourires des hommes et les rires des convives se cachait une hiérarchie impitoyable. Les pensionnaires recrutés n'étaient pas des invités, elles étaient des proies. On leur faisait comprendre que leur présence avait un prix, que les cadeaux reçus devaient être mérités. Celles qui acceptaient étaient happées dans un engrenage où chaque faveur appelait une autre, chaque concession devenait une chaîne. Et celles qui osaient refuser. Leur sort était encore plus cruel. Elles étaient humiliées devant leurs camarades, accusées d'ingratitude. Parfois, elles perdaient brutalement leurs privilèges, confiscation de leurs affaires, sanctions déguisées en punitions scolaires, isolement dans des dortoirs vides. L'intimidation allait jusqu'aux menaces, si tu parles, tu le regretteras. Lentement, la peur étouffait toute rébellion. Le cercle secret avait ses règles, ses rituels, ses gardiennes. Les filles déjà compromises devenaient parfois elles-mêmes des recruteuses, piégées dans le rôle d'intermédiaire pour échapper à de pires sanctions. Ce système pervers renforçait la machine, car les nouvelles arrivantes avaient du mal à croire que leurs propres camarades pouvaient être complices. Pourtant, elles l'étaient, par contrainte ou par survie. Anita et Skolola, qui observaient ces changements d'attitude chez certaines pensionnaires, comprirent peu à peu l'existence de ce réseau. Elles voyaient des camarades disparaître plusieurs nuits par semaine, puis revenir au petit matin, fatigués, maquillés à outrance, les poches pleines d'argent ou de cadeaux luxueux qu'aucune pensionnaire ordinaire n'aurait pu s'offrir. Elles entendaient aussi les chuchotements, les rires nerveux, les confidences brisées dans les toilettes ou sous les draps des dortoirs. Le cercle secret n'était pas seulement une organisation clandestine, c'était une prison sans barreaux,
une cage dorée où l'on enfermait des adolescentes vulnérables sous prétexte de leur offrir le monde. Et à mesure que les jours passaient, Anita et Skolola voyaient bien que ce cercle gagnait du terrain, happant de nouvelles victimes, resserrant son emprise sur le pensionnat tout entier. Dans l'ombre, la menace s'étendait. Et celles qui n'étaient pas encore tombées dans ses filets savaient qu'un jour, elles seraient approchées à leur tour. Betty n'était pas comme les autres. Discrète, douce, presque effacée, elle traversait les couloirs de Sainte-Catherine avec la légèreté du nombre. Ses cahiers étaient toujours impeccables, ses devoirs rendus à l'heure, ses notes solides sans être éclatantes. Elle n'attirait pas particulièrement l'attention, ni par la beauté tapageuse de certaines camarades, ni par la rébellion de celles qui contestaient l'autorité. Pourtant, c'est précisément cette fragilité tranquille qui fit d'elle une cible idéale pour le cercle secret. Tout commença un soir où une surveillante la convoqua sous prétexte d'une sortie exceptionnelle. Betty hésita. Elle n'avait pas l'habitude de briser les règles, encore moins de quitter le pensionnat sans raison claire. Mais la surveillante insista avec un sourire forcé, « Ne t'inquiète pas, c'est une opportunité. Tu verras, ça t'ouvrira des portes. » Dans la voiture sombre qui l'attendait, Betty sentit son cœur s'emballer. Les sièges de cuir, les vitres teintées, le parfum entêtant de luxe qu'elle n'avait jamais connu lui donnait le vertige. Lorsqu'elles arrivèrent devant un club illuminé, elle comprit que cette soirée n'avait rien d'une activité scolaire. Pourtant, elle entra, entraînée par les autres filles déjà initiées. À l'intérieur, tout semblait irréel, lustres étincelants, musique douce, hommes bien habillés qui les attendaient avec des sourires carnassiers. Betty, dans sa robe trop voyante qu'on lui avait prêtée, se sentait étrangère, comme un papillon forcé d'évoluer dans une cage de verre. Les premiers compliments la firent rougir. On lui offrit un verre, qu'elle refusa d'abord, avant de céder à la pression. La soirée devint un brouillard où chaque geste, chaque rire, chaque main posée sur son épaule la rendait plus fragile encore. Ce qui suivit marqua le début de sa descente. Betty, trop timide pour dire non, trop fragile pour fuir, céda aux injonctions. Chaque retour au pensionnat était plus lourd que le précédent. Ses yeux perdaient leur éclat, son sourire se brisait peu à peu. Les amis qui l'approchaient la voyaient changer, elle parlait moins, mangeait à peine, se réfugiait dans un silence que personne n'osait briser. Anita et Skolola furent les premières à comprendre. Elles la surprirent un matin, recroquevillée dans un coin du dortoir, des larmes étouffées mouillant son oreiller. Betty, tremblante, avoua à demi-mot ce qu'elle vivait, la peur, la honte, la sensation d'être prise au piège. Mais lorsqu'elles lui dirent qu'elles allaient alerter quelqu'un, elle les supplia de n'en rien faire. « Si vous parlez, ils s'en prendront à vous aussi ?» Sa voix brisée résonna comme un aveu d'impuissance. Les jours suivants, Betty s'enfonça davantage. Les surveillantes, complices ou indifférentes, la poussaient à participer à de nouvelles sorties. Ses refus étaient sanctionnés par des humiliations publiques, corvées supplémentaires, remarques acerbes devant les autres élèves, isolement. Elle se sentit cernée, incapable de trouver une issue. Puis vint la nuit du drame. On la força à participer une fois de plus, mais cette fois, son corps et son esprit n'en pouvaient plus. Brisée psychologiquement, Betty perdit toute résistance. Le lendemain, son lit resta vide. La rumeur se répandit vite, accident. On raconta qu'elle avait trébuché dans l'escalier de service, que sa chute avait été fatale. Tout fut maquillé avec une précision glaciale, rapports falsifiés, discours officiels, funérailles rapides. Mais Anita et Skolola savaient. Elles avaient vu les marques, elles avaient entendu les cris étouffés de Betty les soirs précédents. Elles savaient que sa mort n'était pas un accident, mais le résultat d'un engrenage impitoyable. Pourtant, leurs protestations se heurtèrent au mur du silence. Les surveillantes leur lancèrent des regards menaçants, les professeurs détournèrent la tête, et Madame Kioma, la directrice, déclara d'une voix ferme. La vie continue. Sainte-Catherine ne sera pas salie par un malheureux incident. Ces mots glacèrent le sang d'Anita et Skolola. Pour elle, c'était plus qu'une injustice, c'était une condamnation au silence. Mais au lieu de les briser, la mort de Betty devint un cri muet qui résonna dans leur cœur. Elles jurèrent, ce soir-là, de ne jamais laisser son souvenir s'effacer. Betty n'était pas seulement une victime. Elle devenait un symbole, une étincelle qui allait rallumer la flamme de la résistance. À eu lendemain de la mort de Betty, Sainte-Catherine changea de respiration. Ce n'était pas le fracas d'un orage, mais une lourdeur nouvelle, une brume qui s'infiltrait sous les portes, entre les lits superposés, jusque dans les manuels ouverts. On parla peu.
On pleura en cachette. Et très vite, on se mit à chuchoter en regardant derrière soi. Un avis officiel fut lu à la chapelle, accident malheureux, jeune âme rappelée trop tôt. Les mots, lissés par l'administration, glissèrent sur les visages comme de l'eau tiède. À la sortie, Madame Kioma, droite comme un pilier, serra quelques mains, fixa les élèves une à une avec un sourire qui interdisait toute question. Dans l'air, une consigne invisible s'imposa, ne pas remuer la boue. Les jours suivants, le règlement se resserra. Les téléphones furent confisqués, pour éviter la rumeur. Les sorties étudiantes suspendues. Les surveillantes, plus nombreuses dans les couloirs, passaient comme des ombres rapides, notant les chuchotis, interrompant les regroupements trop longs. On remplaça les veillées par des temps de recueillement, silencieux. Les rires étouffés d'autrefois s'éteignirent. À 22 heures, l'internat semblait un musée fermé. Anita et Skolola observaient, impuissantes et lucides. Dans leur dortoir, le lit de Betty restait vide, drap plié net, oreiller sans creux, un monument discret que personne n'osait effleurer. Certaines filles déposaient un ruban, une fleur de papier, un mot plié qu'une surveillante venait retirer avant l'aube. Pour éviter l'hystérie collective, disait-elle sans ciller. La machine institutionnelle se remit en marche avec une précision sinistre. Une charte de conduite fut affichée, rappelant l'obéissance, la décence, l'honneur de Sainte-Catherine. On convoqua les responsables de classe, faites redescendre la discipline. Une professeure de littérature, qui avait osé citer une héroïne refusant l'injustice, fut mutée, temporairement, au secrétariat. Un professeur d'histoire, compatissant, promit à Anita de voir ce qu'il pouvait faire. Le lendemain, il évita son regard et referma sa porte. La nuit, d'autres bruits remplacèrent les chuchotements. Des pas réglés, des clés, des serrures contrôlées. Les rondes se multiplièrent. Pourtant, derrière cette vigilance, les mêmes silhouettes continuaient de glisser entre les haies, d'entrer par la petite porte latérale. Les mêmes véhicules, seulement garés plus loin, attendaient au tournant. Les filles qui partaient ne parlaient plus au retour. Elles apprenaient à se taire comme on apprend une langue étrangère. La peur, elle, savait écrire. Elle s'imprima dans les carnets sous forme de pages arrachées, de devoirs rendus blancs. Elle s'ancra dans les yeux de celle qui regardait le sol quand on prononçait « Betty ». Elle prit la forme d'un billet anonyme glissé dans le casier d'Anita, « Occupe-toi de tes cours. Tu ne sauveras personne ». Elle devint même politesse, « Pense à ton avenir », souffla une surveillante à Skolola en lui rendant un cahier trop propre. Les amitiés se firent prudentes. On choisissait ses mots comme on marche sur du verre. Les plus jeunes, tremblantes, se collaient au mur pendant les récréations. Celles qui avaient déjà été prises dans le cercle secret évitaient les miroirs et les questions. Quand une élève osa dire tout haut que Betty n'était pas tombée par hasard, la punition tomba, froide, corvée de nettoyage, 0 de conduite, lettre aux parents. Le message était clair, à Sainte-Catherine, la vérité coûtait cher. Pourtant, sous la chape, des braises couvaient. Anita et Skolola notèrent que les registres d'absence de nuit avaient été réorganisés, des pages manquaient. La caméra près du portail affichait soudain, panne. Les dates ne coïncidaient plus. Elles commencèrent à archiver en silence, heures entendues, plaques aperçues, noms murmurés, bracelets identiques aux poignets de 3 nouvelles recruteuses. Anita et Skolola observaient, impuissantes et lucides. Dans leur dortoir, le lit de Betty restait vide, drap plié net, oreiller sans creux, un monument discret que personne n'osait effleurer. Certaines filles déposaient un ruban, une fleur de papier, un mot plié qu'une surveillante venait retirer avant l'aube. Pour éviter l'hystérie collective, disait-elle sans ciller. La machine institutionnelle se remit en marche avec une précision sinistre. Une charte de conduite fut affichée, rappelant l'obéissance, la décence, l'honneur de Sainte-Catherine. On convoqua les responsables de classe, faites redescendre la discipline. Une professeure de littérature, qui avait osé citer une héroïne refusant l'injustice, fut mutée, temporairement, au secrétariat. Un professeur d'histoire, compatissant, promit à Anita de voir ce qu'il pouvait faire. Le lendemain, il évita son regard et referma sa porte. La nuit, d'autres bruits remplacèrent les chuchotements. Des pas réglés, des clés, des serrures contrôlées. Les rondes se multiplièrent. Pourtant, derrière cette vigilance, les mêmes silhouettes continuaient de glisser entre les haies, d'entrer par la petite porte latérale. Les mêmes véhicules, seulement garés plus loin, attendaient au tournant.
Les filles qui partaient ne parlaient plus au retour. Elles apprenaient à se taire comme on apprend une langue étrangère. La peur, elle, savait écrire. Elle s'imprima dans les carnets sous forme de pages arrachées, de devoirs rendus blancs. Elle s'ancra dans les yeux de celle qui regardait le sol quand on prononçait « Betty ». Elle prit la forme d'un billet anonyme glissé dans le casier d'Anita, « Occupe-toi de tes cours. Tu ne sauveras personne ». Elle devint même politesse, « Pense à ton avenir », souffla une surveillante à Scolola en lui rendant un cahier trop propre. Les amitiés se firent prudentes. On choisissait ses mots comme on marche sur du verre. Les plus jeunes, tremblantes, se collaient au mur pendant les récréations. Celles qui avaient déjà été prises dans le cercle secret évitaient les miroirs et les questions. Quand une élève osa dire tout haut que Betty n'était pas tombée par hasard, la punition tomba, froide, corvée de nettoyage, 0 de conduite, lettre aux parents. Le message était clair, à Sainte-Catherine, la vérité coûtait cher. Pourtant, sous la chape, des braises couvaient. Anita et Scolola notèrent que les registres d'absence de nuit avaient été réorganisés, des pages manquaient. La caméra près du portail affichait soudain « panne ». Les dates ne coïncidaient plus. Elles commencèrent à archiver en silence, heures entendues, plaques aperçues, noms murmurés, bracelets identiques aux poignets de 3 nouvelles recruteuses. Elles cachèrent leurs notes dans la doublure d'un uniforme, dans la reliure creuse d'un dictionnaire, dans un coffre improvisé sous une latte qui grinçait. Le poids du silence ne s'exprimait pas seulement par ce qu'on taisait, mais par ce qu'on répétait. Tout va bien, disaient les réunions. L'école est saine, affirmait un communiqué. Prier et travailler, conseillait l'aumônier. Les mots, trop propres, sonnaient creux. Chaque phrase sage ajoutait une pierre au tombeau de Betty. Un soir d'orage, l'électricité sauta, et le dortoir fut plongé dans le noir. Le tonnerre coupa les voix des surveillantes, la pluie tambourina contre les vitres. Dans l'obscurité, Anita sentit la main de Scolola chercher la sienne. Elles n'eurent pas besoin de parler. Le silence, cette fois, n'était plus celui de la peur, mais celui d'impact. Lorsqu'au matin la lumière revint, rien n'avait changé en apparence, même cours balayés, même cloches, mêmes uniformes impeccables. Pourtant, entre 2 battements de cœur, quelque chose avait basculé. Le poids du silence venait d'engendrer son contraire, une volonté têtue de le fissurer. Betty n'aurait pas de tombe sans nom. Et Sainte-Catherine n'aurait plus le privilège du mensonge. La peur avait fermé les bouches. Elle venait d'ouvrir des yeux la nuit, le dortoir respire encore la présence de Betty. Son lit, immobile, devient un serment. Anita et Scolola s'y arrêtent toujours avant l'extinction des feux, elles ne prient pas, elles promettent. Ne pas laisser son nom s'éteindre. Ne pas laisser la peur dicter la suite. Elles commencent par regarder. Regarder vraiment. Les habitudes nocturnes, le balai réglé des surveillantes, la ronde qui ralentit à certains angles morts. Elles notent tout, sans cahier dans l'instant, sur la peau de la mémoire. Puis elles inventent un système, un carnet en apparence banal, couvert de problèmes de mathématiques. Entre 2 équations, des initiales, des flèches, des chiffres qui ne sont pas des résultats mais des heures. 21h37, minuit 12. 2h04, chronologie de disparition. Les plaques minéralogiques deviennent des rébus pour déjouer les fouilles. LVM lavande violette Mistral, signifie en réalité LVM 328. Les marques de voitures se transforment en fleurs codées. Dans la doublure d'un uniforme, elle glisse un papier huilé qui résiste à la pluie, sous une latte qui grince, elle creuse une cache. Le dictionnaire de littérature cache un fond creux, recollé à la colle blanche. Ce qui est nécessaire, elles l'apprennent en marchant. La collecte commence vraiment un mercredi. Au retour d'une sortie culturelle, une recruteuse abandonne un bracelet dans l'évier du lavabo. Perles identiques à celles vues au poignet de 3 filles, privilégiées. Scolola photographie l'objet avec un vieux téléphone sans carte SIM, appareil muet mais fidèle. Le cliché sera dupliqué sur une clé USB trouvée au club informatique, formatée, reformatée, nettoyée de toute trace. Elles apprennent vite. Un samedi, Anita feint une migraine et demande l'infirmerie. Dans la salle attenante, un casier entrouvert laisse dépasser une enveloppe. À l'intérieur, des invitations à un gala, des noms d'hommes influents, des initiales de surveillantes. Elle ne vole pas l'enveloppe, elle la photographie, page après page, puis la remet exactement comme elle l'a trouvée. L'absence alerte, l'empreinte parle. Il faut que la vérité survive à la fouille. Elle cartographie la nuit.
une porte latérale grince moins quand on pousse près de la serrure, la caméra du couloir B tombe en panne, tous les jeudis entre 22h et 23h, un SUV blanc stationne sans plaque visible mais avec un autocollant discret sur la vitre arrière, le logo d'un club. Elle note les chauffeurs, silhouettes interchangeables, et la dominante colorée des robes fournies aux filles, rouge, bleu nuit, champagne. Palette d'un pouvoir qui maquille la violence. Les téléphones deviennent des mines d'or. Une recruteuse oublie le sien sous un coussin. Scolola, le cœur battant, le déverrouille grâce à un schéma observé la veille, ses doigts tremblants sur la vitre. En 30 secondes, elle copie les messages, invitations, adresses, consignes. Sourire. Pas de retard. Pas de questions. Elles remettent l'appareil en place, l'écran sur la même photo, l'heure identique. Plus tard, elles retranscriront tout au propre, à l'encre indélébile, sur des feuilles qu'elles plastifieront à la colle et au ruban adhésif. Empêcher le temps d'effacer. Une lettre, surtout, les glaces. Manuscrite, sur un papier à en-tête d'un club UP, elle remercie Madame K pour sa fidélité et la qualité de ses présentations. Ce mot présentation reste un long moment coincé dans la gorge d'Anita. Elle photographie, signe la photo d'un code simple, 07L, et cache l'original dans une couverture de cahier doublé de carton. Le faux cahier devient un coffre. Les risques se précisent. Un soir, une surveillante surprend Anita près de l'escalier de service. « Tu n'as rien à faire ici. » La voix est douce mais sans appel. Scolola surgit, un livre à la main, et invente, on répétait une poésie, Madame. Sourire. Révérence. Retraite à pas compter. Dans leur chambre, le souffle enfin libéré, elles apprennent à étouffer l'envie de courir. Puis il y a ces rencontres millimétrées avec le professeur d'histoire, celui qui a déjà baissé les yeux une fois. Dans la bibliothèque, il dépose un atlas sur la table, entre les cartes, une carte mémoire. Il ne demande rien, ne promet rien. Il sait seulement regarder de côté, assez longtemps pour qu'Anita comprenne, il a choisi. La carte sera le pont vers l'extérieur plus tard. À mesure que les preuves s'empilent, la peur change de camp, ou du moins vacille. Les recruteuses s'agitent, resserrent les consignes, vérifient les sacs. Les rondes se font plus bruyantes, comme pour se rassurer elles-mêmes. Mais quelque chose a bougé, l'invisible a désormais une texture, un poids, des heures, des noms. Le réseau qui se croyait impalpable commence à trembler lorsqu'il se voit dans le miroir des faits. Dans le dortoir, une nuit, la pluie bat les vitres. Scolola chuchote, on en a assez pour frapper. Anita hoche la tête. Pas encore. Pas sans sortie. Pas sans écho. Elles savent que la vérité, nue, peut être étouffée si elle n'explose pas au bon moment, dans les bonnes mains. Elles attendront l'ouverture, une ONG contactée en secret par l'entremise de l'Atlas, un journaliste que le professeur semble connaître. Attendre n'est plus se taire, c'est viser. Avant de dormir, elle pose la paume sur le drap lisse du lit de Betty. Un geste simple, obstiné. Elles ne sont que deux, mais deux suffisent parfois à déplacer des murs. Elles ne le savent pas encore, mais la mèche est allumée. Et dans les couloirs trop propres de Sainte-Catherine, l'odeur de brûlé commence déjà, imperceptiblement, à flotter. Point le silence de Sainte-Catherine n'était plus seulement lourd, il était devenu soupçonneux. Chaque pas résonnait comme une alarme, chaque regard échangé semblait épié. Anita et Scolola le savaient, leur manège ne passerait pas indéfiniment inaperçu. Et pourtant, elles ne pouvaient plus reculer. Chaque soir, leur cahier caché grossissait de preuves, chaque photo arrachait une pierre au mur du mensonge. Mais plus la vérité prenait forme, plus le danger se rapprochait. Le premier signe arriva par une convocation. Un matin, une surveillante s'avança dans le dortoir, ses talons secs sur le carrelage, et lança « Anita et Scolola, Madame Kioma veut vous voir. » Tout de suite. Le bureau de Kioma, vaste et feutré, sentait le bois ciré et le parfum trop sucré. Elle les accueillit avec un sourire, mais ses yeux froids traversaient leurs âmes. « Mes filles, dit-elle, vous savez combien j'attache de l'importance à la discipline ici. Or, on me rapporte que vous posez beaucoup de questions, que vous flânez dans les couloirs la nuit. Ce n'est pas convenable. » Le ton était doux, mais chaque mot vibrait comme une menace voilée. Scolola sentit ses mains devenir moites. Anita, elle, se contenta de baisser la tête, comme une élève docile. Kioma conclut, d'un ton trop léger pour être honnête. Faites attention.
Les accidents arrivent si vite, vous savez. Hein. Dans le grondement du tonnerre, cette phrase résonna comme un serment. Et au dehors, au-delà des murs du pensionnat, le système qui croyait les étouffer ignorait encore qu'il venait de trouver ses pires ennemis, deux adolescentes qui n'avaient plus rien à perdre, et qui venaient de signer un pacte contre la peur. Et la clé mémoire dormait, glissée entre deux cartes de l'Atlas. Le professeur d'histoire n'avait rien dit d'autre qu'un haussement de menton, ce soir-là, en fermant la bibliothèque. Anita et Skolola savaient, c'était l'instant de bascule. Elles attendirent que la cloche de 22 heures résonne et que les pas des surveillantes s'allongent dans le couloir. Puis elles se faufilèrent, doublant les silhouettes, longeant les murs comme deux ombres entraînées par des semaines de peur. Rendez-vous, l'église voisine, porte latérale, 10 minutes d'extinction. Un banc, un bénévole aux lunettes rondes, une écharpe bleu nuit qui servait de signe de reconnaissance. Pour l'ONG. Avait murmuré le professeur. Le bénévole ne posa pas de questions, il reçut l'Atlas comme on porte une chandelle allumée. Avant de partir, il plaça un vieux téléphone entre les mains de Skolola, au cas où. Numéro préenregistré. Puis il disparut dans la pluie. Le lendemain, l'école parut identique, même prière du matin, même sourire figé, mêmes annonces doucereuses de Madame Kioma sur la sérénité retrouvée. Mais à la récréation, quelque chose vibra dans l'air. Une rumeur neuve, étrangère au couloir, venait du dehors. Sur les écrans du kiosque à journaux, un bandeau rouge barra la chaîne locale, Révélation, réseau d'exploitation de mineurs reliés à des clubs UP. Les images s'enchaînèrent, façades dorées, parking filmé de nuit, silhouettes floutées, extraits de messages, invitations sur papier à en-tête. Les initiales, MK, apparaissaient à l'écran, puis un plan s'arrêta sur les grilles de Sainte-Catherine. Dans la cour, le temps se fendilla. Les élèves cessèrent de chuchoter et commencèrent à se regarder en face. Les surveillantes, livides, se consultaient à voix basse. Kioma sortit de son bureau au pas rapide, un téléphone collé à l'oreille, l'acidité du parfum traçant son sillage. À midi, des voitures officielles se garèrent devant le portail. Des hommes et des femmes en gilet, brigade des mineurs, demandèrent la direction, immédiatement, point tout alla très vite. Perquisition synchronisée dans 2 clubs, saisie d'ordinateurs, de registres, de caméras de surveillance, miraculeusement, remise en marche par les techniciens de la police. Dans la salle des archives de Sainte-Catherine, des cartons scellés sortirent par piles. Les policiers avaient déjà la liste des plaques, des heures, des transferts d'argent. L'ONG, relayée par un journaliste fouineur, avait tout recoupé. Les rapports internes maquillés, les pannes de caméra, les messages aux présentations, la toile, soudain, étaient visibles à tous. Kioma, d'abord inébranlable, voulut gagner du temps. Une manipulation. Une cabale. Elle exigea un huis clos dans son bureau. On la vit fermer les persiennes, appeler, pour clarifier, ordonner à une surveillante de détruire les registres du dortoir B. Trop tard, un officier confisqua le téléphone, neutralisa l'ordinateur, consigna les casiers. Les clés claquèrent dans la serrure comme autant de points de non-retour. Dans les couloirs, les pensionnaires retenaient leur souffle. On invita les filles à se regrouper dans la chapelle. Des psychologues de l'ONG prirent la parole. Une femme au visage calme expliqua « Vous n'êtes pas coupable. Ce que vous avez vécu n'est pas votre faute. » Quelques sanglots éclatèrent, brisés puis répétés, comme si enfin l'air acceptait de porter la douleur. Une main tremblante se leva, « Est-ce qu'on sera protégé ? » Oui. Le mot résonna simplement, fermement. Pour la première fois, il avait du poids. Au portail, les caméras s'alignaient. Les journalistes, alertés par la fuite encadrée, racontaient l'histoire avec des images et des noms. Pas tous, assez pour briser l'omerta, pas assez pour exposer les victimes. À l'écran, on voyait aussi des parents sidérés, des chauffeurs interpellés, un gérant de club menotté qui cachait son visage. Les visages familiers du quartier n'osaient plus plaisanter. On ne riait pas d'un séisme. En fin d'après-midi, la nouvelle tomba, Madame Kioma placée en garde à vue. L'onde traversa le pensionnat comme une marée, soulevant l'écume d'une joie coupable, d'une peur encore là, d'un soulagement trop grand pour être dit. Anita et Skolola se serrèrent la main au fond de la chapelle. Elles ne souriaient pas, elles respiraient. Le lit vide de Betty apparaissait à leurs yeux comme un phare. On t'a entendu, pensèrent-elles sans parler. Le professeur d'histoire passa, tête baissée, un dossier sous le bras. Il ne les regarda pas mais ralentit une seconde.
Assez pour que leur silence s'accorde au sien, l'accord tacite des vivants qui tirent les morts vers la lumière. Dehors, la pluie avait lavé la cour. Les nuages, lourdement, se déchiraient au-dessus des toits. La nuit venue, la télévision nationale reprit le sujet. D'autres témoignages affluèrent, d'autres villes où l'on connaissait des choses. Des lignes téléphoniques furent ouvertes pour recueillir la parole. Le journaliste qui avait reçu l'Atlas cita 2 élèves courageuses, sans les nommer. La présentatrice conclut, l'enquête s'annonce tentaculaire. À Sainte-Catherine, on éteignit plus tard. Les surveillantes n'avaient plus de clé, les policiers gardaient le portail. Dans le dortoir, avant de se coucher, Anita sortit de sous l'oreiller une petite feuille plastifiée, une phrase écrite à l'encre indélébile, copiée d'un livre d'histoire, les murs finissent toujours par parler. Elles la fixèrent entre les 2 lits, au ruban, comme un drapeau minuscule. Ce soir-là, le silence ne pesait plus. Il reposait. Au loin, on entendait encore des sirènes, mais ici, entre ces 4 murs, l'air avait bougé, l'odeur entêtante du mensonge reculait, remplacée par la poussière sèche des archives ouvertes. L'éclatement n'était pas la fin. C'était la brèche. Et au bord de cette brèche, 2 adolescentes se tenaient droites, prêtes à apprendre un nouveau verbe, reconstruire. Leçon de courage. Le procès de Madame Kioma avait fait l'effet d'un tremblement de terre. Les journaux, les radios, les télévisions, tous les réseaux sociaux s'étaient emparés de l'affaire. Le pensionnat Sainte-Catherine, jadis symbole de rigueur et de prestige, devenait soudain un nom associé au scandale, à la corruption et à l'exploitation des plus fragiles. Pour les élèves, l'humiliation était immense, on murmurait dans la rue, on les montrait du doigt, comme si elles étaient complices. Pourtant, à l'intérieur des murs, une transformation profonde commençait déjà à s'opérer. Les premières semaines furent les plus difficiles. Beaucoup de parents, horrifiés, retirèrent leurs filles de l'internat. Les dortoirs, autrefois pleins de rires étouffés et de confidences nocturnes, semblaient vides et glacés. Les professeurs, eux aussi, avaient été secoués, certains avaient démissionné par honte, d'autres avaient été remplacés après enquête. Mais, dans ce chaos, une brise nouvelle soufflait. Les chaînes invisibles de la peur s'étaient brisées. Les pensionnaires restés sur place se regardaient désormais autrement, elles n'étaient plus des victimes impuissantes, mais des survivantes, unies par la douleur et le courage. Anita et Skolola, elles, devinrent rapidement des figures de résistance. Non pas parce qu'elles l'avaient voulu, mais parce que leur combat avait révélé une vérité universelle, 2 adolescentes, armées seulement de leur amitié et de leur détermination, avaient réussi à faire tomber un système corrompu et dangereux. On venait leur parler en cachette, on les remerciait d'avoir osé là où d'autres s'étaient tus. Les plus jeunes les suivaient comme des grandes sœurs, cherchant en elles une force nouvelle pour affronter la vie. Le pensionnat, lui, fut confié à une nouvelle direction. Une femme intègre, connue pour ses combats éducatifs, fut nommée proviseur. Son premier discours, dans la grande salle encore imprégnée des fantômes du scandale, résonna comme une promesse. Ici, désormais, aucune élève n'aura à craindre pour sa dignité. Sainte-Catherine ne sera plus jamais un lieu de honte, mais un refuge de savoir et de liberté. Les élèves, émus, se levèrent pour applaudir. Ce fut le premier vrai moment de renaissance. Avec l'aide d'associations et de psychologues, on mit en place des ateliers de parole. Pour la première fois, les pensionnaires pouvaient exprimer sans crainte ce qu'elles avaient vécu, ce qu'elles avaient vu, ce qu'elles avaient ressenti. Les mots brisaient le silence, les larmes libéraient les cœurs. Petit à petit, la honte se transformait en solidarité. La mémoire de Betty, la douce victime dont la mort avait été maquillée en accident, fut honorée. Une salle d'études porta son nom, et chaque année, une cérémonie lui rendrait hommage. Pour Anita et Skolola, c'était une victoire plus grande encore que le procès, la preuve que leur ami n'avait pas disparu dans l'oubli, que sa souffrance avait servi de flambeau pour éclairer la vérité. En dehors des murs, l'affaire avait eu des répercussions inattendues. Des réseaux similaires furent démantelés dans d'autres villes, encouragés par l'écho médiatique de Sainte-Catherine. Des lois plus strictes furent votées pour protéger les jeunes filles et punir plus sévèrement la traite. Et, dans les familles, un débat naquit sur la vigilance et la responsabilité. Pour Anita et Skolola, ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce qu'elles avaient traversé les avait marquées à vie, mais aussi forgées. Elles n'étaient plus simplement des élèves, elles étaient devenues des symboles. Elles comprirent qu'elles avaient une mission au-delà du pensionnat, celle de continuer à dénoncer, à protéger, à tendre la main à celles qui n'osaient pas parler. Ainsi,
Sainte-Catherine renaquit, différente mais plus vraie. L'établissement, sali par le scandale, trouva une nouvelle noblesse, celle de la vérité et du courage. Les murs, qui autrefois avaient enfermé le silence et la peur, résonnaient désormais de voix libres et confiantes. Et dans cette école transformée, au détour d'un couloir, on pouvait parfois voir Anita et Scolola se sourire. Un sourire discret, complice, mais chargé de toute une histoire. Elle savait que rien n'effacerait les cicatrices, mais elle savait aussi que, grâce à elle, d'autres vies avaient été sauvées. Sainte-Catherine n'était plus seulement une école. Elle était devenue un symbole, celui d'une leçon universelle, transmise par deux adolescentes qui avaient osé défier la peur.